Il y a une donnée géographique excessivement importante à évoquer lorsque l'on parle de l'Antiquité égyptienne. Souvenez-vous, lorsque nous avions travaillé sur la Mésopotamie, mais nous avions notamment, grâce à l'analyse de cartes, remarqué que la Mésopotamie va profiter d'un cadre de vie assez particulier grâce à deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui vont permettre notamment à la population de se développer en bordure de ces tigres et Euphrate, de pratiquer des cultures, de développer des villages, des centres préurbains et ensuite de constituer des villes excessivement importantes dans ce croissant fertile et plus précisément en Mésopotamie. Eh bien, pour l'Égypte, nous assistons en fait finalement au même scénario grâce au Nil. Lorsque l'on analyse les différentes cartes de l'Antiquité égyptienne, eh bien, on ne peut que constater que les grands centres urbains, les villes, les temples, les sanctuaires vont en fait tous être positionnés en bordure du Nil. Le Nil qui va occuper plusieurs rôles. Alors le rôle le plus important, bien entendu, qui va permettre en fait aux Égyptiens tout simplement de survivre et de se nourrir, c'est que le Nil va jouer en fait lors de ses crues et des crues, il va apporter de l'engrais naturel aux terres bordant son lit. Il va permettre justement le dépôt de limon. Ce limon qui va fertiliser les sols, les terres à proximité du Nil et donc va faciliter la culture, les différentes cultures que les Égyptiens vont pratiquer. Dans l'exercice qui vous était demandé, vous avez eu l'occasion de parcourir cette bande dessinée. Eh bien voilà, dans ce premier extrait, on voit que les agriculteurs égyptiens sont un peu en peine. Pourquoi ? Bien parce que les terres sont excessivement sèches. Ils espèrent que la crue et décrue du Nil va permettre justement d'alimenter en eau ces terres cultivées. Et finalement, après la décrue du Nil, la crue suivie de la décrue du Nil, eh bien, les agriculteurs, les cultivateurs constatent justement que que le Nil a pu déposer justement ce fameux limon qui va venir enrichir les terres qui vont être cultivées. Alors, vous pouvez remarquer sur différentes parties de cette bande dessinée des sillons recueillant l'eau qui sont creusés à travers ces champs. Ce sont les fameux canaux d'irrigation que nous avions déjà évoqués pour la culture mésopotamienne. Ces canaux d'irrigation, nous les retrouvons ici et également sur cette image. Et en fait, ces canaux d'irrigation, directement reliés au Nil vers les différentes terres cultivées, eh bien, vont permettre d'alimenter systématiquement en eau ces terres cultivées. Les Égyptiens vont mettre au point différentes inventions, notamment le chadouf. Alors le chadouf, si vous voulez, c'est une espèce... c'est un système qui va permettre de prélever directement l'eau de ces canaux d'irrigation et de les transporter, les déverser directement pour nourrir les cultures, comme on peut le voir ici sur cet extrait de cette bande dessinée, sur cette reconstitution. Alors, cette bande dessinée, elle est aussi intéressante parce qu'elle s'inspire fatalement de différentes découvertes archéologiques. Et donc, par exemple, le modèle réduit que vous voyez ici, qui montre une charrue égyptienne tirée par deux bêtes à cornes, eh bien, cette maquette a été découverte dans une tombe funéraire. En fait, énormément quasiment même la totalité des documents que je vais vous montrer, des sources qui datent de cette antiquité égyptienne, bien, on les retrouve dans des sépultures.
Par exemple ici, une fresque, donc une peinture murale qui représente un couple en train de procéder au ramassage des cultures, à la découpe des cultures. Eh bien, ce détail de fresque est conservé également dans une sépulture, dans un tombeau. Et ces fresques sont très intéressantes. Fatalement, il en existe sur de très nombreuses thématiques, mais ces fresques vont nous permettre de nous documenter sur le mode de vie des Égyptiens. Le deuxième grand rôle du Nil, eh bien, on peut considérer le Nil comme un terrain propice à la pêche et à la chasse. On retrouve aussi cette donnée dans la bande dessinée où nous pouvons voir un père et son fils en train de pêcher. Alors, fatalement, la pêche, ça fait partie aussi du quotidien des Égyptiens. Et pour les autorités, les aristocrates, pour les personnes un peu plus fortunées, eh bien, parfois on pratique des chasses un peu plus peut-être périlleuses, dangereuses, comme par exemple la chasse aux hippopotames. Donc vous voyez sur cette fresque des Égyptiens en train d'utiliser des lances et des formes d'harpons pour attaquer les hippopotames qui séjournent dans le Nil. L'hippopotame qui est un animal excessivement important dans la culture égyptienne, comme d'autres d'ailleurs. Une autre fresque qui nous vient d'une autre sépulture, d'une autre tombe, où l'on retrouve un personnage accompagné de sa fille et de son épouse, qui symboliquement est en train de chasser des oiseaux. Et vous voyez, il y a même un chat qui a été dressé pour essayer de réceptionner au vol des oiseaux qui pouvaient justement vivre et se cacher en bordure du Nil. Et j'ouvre là une parenthèse, la chasse qui, pour beaucoup de cultures de l'Antiquité, mais notamment pour les Égyptiens, est excessivement importante, comme l'on peut le voir sur cette fresque. Alors ici, nous avons un aristocrate qui est en train de pratiquer la chasse muni d'un arc, de flèches, et il est positionné sur son char. Troisième grand rôle joué par le Nil, eh bien, le Nil va littéralement occuper le rôle d'un axe de communication, quasiment même le seul axe principal de communication de l'Égypte durant l'Antiquité. Ainsi, on retrouve beaucoup de navigation, même parfois beaucoup d'embouteillages sur ce Nil. Et l'on retrouve aussi plusieurs types d'embarcations. À ce titre, nous allons rapidement remarquer que les Égyptiens de l'Antiquité vont innover dans la création, dans des inventions liées justement à cette navigation. Alors ici, nous retrouvons une embarcation excessivement simple qui est composée de plusieurs bottes de papyrus. Dans cette œuvre, dans cette fresque que nous avons analysée précédemment en ce qui concernait la chasse au bord du Nil, eh bien, nous retrouvons aussi une embarcation qui paraît assez simple, assez simpliste. Alors, les Égyptiens qui vont perfectionner aussi le système de gouvernail. Alors ici, sur cette maquette découverte dans une sépulture, ou cette fresque que nous avons toujours découvert dans une sépulture que nous avons analysée en rapport avec la pêche, eh bien, nous retrouvons une rame de gouverne, une rame qui sert de gouvernail à l'embarcation. Et puis, aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens vont innover en proposant les toutes premières embarcations à voile de l'histoire. Alors, nous retrouvons cette rame qui sert de gouvernail, nous retrouvons la voile, justement, qui va permettre à l'embarcation d'être poussée par le souffle du vent. Et si malheureusement le vent retombe, eh bien, il existe toujours des rames latérales qui vont permettre justement de manœuvrer l'embarcation, mais aussi de la rendre mobile. Et nous retrouvons au-delà de ce modèle réduit, nous retrouvons sur cette fresque une nouvelle fois une embarcation munie de rames, d'un gouvernail sous forme de rame et aussi donc de cette fameuse voile. Alors, des embarcations pour les Égyptiens, il y en aura de tout type pour transporter des marchandises, pour
transporter des hommes, mais aussi pour transporter des divinités. Nous avons un magnifique exemple avec cette barque solaire qui a été découverte à proximité de la pyramide de Khéops. Alors cette barque, elle va nous permettre de comprendre, de mieux identifier une autre invention que les Égyptiens vont mettre en place. Il s'agit de l'aviron. Aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ, donc les Égyptiens vont mettre en place le système d'aviron. Ici, nous voyons que c'est un double aviron, c'est une paire d'avirons qui vont être utilisés comme gouvernail. Donc, d'une certaine façon, on peut dire dans l'histoire maritime que les Égyptiens ont inventé le gouvernail. Cette barque solaire, en fait, on l'a découverte près de la pyramide de Khéops, donc près d'un sanctuaire, même plus précisément près du tombeau du pharaon Khéops, et l'on sait que les Égyptiens avaient pris l'habitude de faire circuler sur le Nil les momies de leur pharaon lors de processions et autres. Et lorsque l'on analyse les positions justement de ces sanctuaires et notamment de ces tombeaux, de ces pyramides, eh bien, on constate, on le voit très bien sur cette reconstitution, on constate en fait que ces pyramides ou ces sanctuaires sont toujours situés à proximité du Nil. Et donc, il était beaucoup plus facile pour les Égyptiens de transporter leurs momies ou de transporter, par exemple, des statues représentant des divinités directement par bateau, par embarcation. Et donc, la barque solaire servait notamment à, si vous voulez, à une utilisation avant tout religieuse.